Top! Deuxième! Bon bah écoute Simon, on est parti une deuxième fois. Parfait. On est lancé, on est chez toi, Exactement. chez Maison Mira. Tout à fait. Redonne l'adresse peut-être? Donc Maison Mira, 11 rue de l'Étoile. 11 rue de l'Étoile. Et donc on est vendredi matin, Vendredi de matin. bonne heure, de bonne humeur, Exactement. après une belle semaine de travail qui n'est pas finie pour toi, Qui est loin d'être fini qui est pour loin moi. d'être finie pour Et qui a toi, commencé fort déjà. et qui a commencé fort, c'est ce qu'on disait Grâce à toi. sur la première, au CJD, CJD Exactement. Le Mans, le Centre des jeunes dirigeants. J'ai eu la chance d'y participer parce que tu m'as invité. En tant qu'intervenant. En tant qu'intervenant, donc voilà, ça a permis de partager mon savoir et j'ai été content des retours qu'il y a eu, des JD justement. Très positif. Des retours très positifs. Donc ouais, c'était cool. Enfin, on en parlera justement du CJD que tu as intégré cette année. Moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis aussi. Donc, mais avant toute chose, j'aime bien commencer comme ça. Est-ce que tu peux te présenter? Ok. Donc je me présente, je suis Simon Le Gagne. Je suis manceau d'origine, né au Mans, natif du Mans. Je suis commerçant au centre-ville du Mans. J'ai la chance d'avoir 2 boutiques sur le Mans. Le magasin Atoll, 9 rue Bolton, et maintenant Maison Mira, rue de l'Étoile. Voilà, manceau passionné de son métier, premier métier. Depuis, j'ai un petit peu changé, on en parlera, je pense. Mais voilà, ravi de vous accueillir dans ma dernière boutique, donc, qui a à peine 18 mois aujourd'hui. Moi, moi, je te connais depuis un certain temps. Après, on se connaît plus particulièrement depuis un peu plus récemment, notamment par l'intermédiaire de Steph, de Paul Marius, Ouais. où on se croisait de temps en temps et d'échanger. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que tu étais quand même acteur de ton territoire pour avoir un peu sponsorisé plusieurs projets, plusieurs événements, d'être aussi là, donner de la force aussi sur différentes choses. Je pense ce que tu faisais aussi au 108, tu vois, chez Bien sûr. Erwan avant. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et tu m'as toujours intrigué. Je me suis dit, mais c'est qui ce personnage? C'est qui voilà, ce bon vivant un petit peu? J'ai cette image-là. Pas que, mais elle fait partie de moi aussi. Non, bah, j'aime les gens, donc c'est vraiment ma caractéristique numéro 1. Donc on me voit dans pas mal de choses. Et puis bah, j'aime la dynamique collective, j'aime vraiment voilà, ma ville, les gens, développer. Donc c'est vrai que j'aime bien la fête, donc j'aime bien le contact humain. Donc en effet, je suis capable de sponsoriser un bar comme de voilà, aider des jeunes sportifs sur le Mans, ou même pas que sur le Mans d'ailleurs. Voilà, c'est une question de rencontre. Toute ma vie n'est qu'une question de rencontre. Ok. Et alors, pourquoi l'optique? Par hasard, ce qui est quand même un comble. C'est-à-dire que vraiment par hasard, j'ai pas eu un parcours scolaire des plus linéaires. Post-bac. T'as été jusqu'au bac? J'ai été jusqu'au bac, avec mention en S, le truc improbable, mais on l'a fait. Enfin, je l'ai fait. Et il se trouve qu'à l'époque, la personne avec qui j'étais portait des lunettes et est partie visiter une école d'optique à Angers. Et j'ai plus aimé l'école que elle. Bon, c'était pas du tout mon projet. Et suite à la visite de l'école, je me suis dit, j'ai besoin qu'on me cadre, j'ai besoin de quelque chose de professionnalisant. Je voulais partir en fac, tout ça. Et j'ai compris que c'était un métier qui allait me plaire. Et j'ai découvert l'optique par hasard, mais je suis devenu passionné très vite. Et qu'est-ce qui a fait que ça t'ait plu, ce métier? Bah déjà, je viens de le dire, le contact avec les gens. Donc forcément, c'est un métier Le métier de de commerce. commerce, ouais. Même si dans le côté scolaire, quand on est en école et pas en alternance, c'est très scolaire. Par contre, c'est un métier qui est ultra polyvalent. On va faire de la gestion, on va faire de la technique d'atelier, de l'optique, de l'examen de vue. En fait, notre métier il est hyper riche, et ce qui m'a permis de voir qu'on allait avoir beaucoup de théorie, mais aussi beaucoup de pratique, et que c'était un métier qui ouvrait aussi beaucoup de portes pour la suite. Parce qu'il faut savoir qu'opticien, après, ça ouvre quand même des portes, même sur des études plus poussées. Et voilà, moi j'ai eu la chance de faire une licence après, et on peut vraiment pousser le curseur. Et comment tu t'es spécialisé dans ce métier-là? C'est quoi la particularité un petit peu qui t'apporte à ce métier Bah déjà, c'est un métier particulier parce qu'on est régi par les codes de la sécurité sociale au même titre que les pharmacies, ce que beaucoup de gens oublient parce qu'on est plus perçu aujourd'hui comme un marchand de lunettes que comme un professionnel de santé. Alors c'est vraiment un métier professionnalisant dans la santé. Donc moi j'ai adoré la partie justement santé,
examen de vue, recherche de pathologie, comprendre le fonctionnement de l'œil. En fait, on apprend tout ça. On a quand même un bon bagage au départ, alors pas suffisant, mais qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et puis j'adore le côté contact avec les gens, vendre un produit qui a une utilité et en plus un produit de mode. Donc on combine et la mode et l'esthétique avec aussi le plaisir de faire voir des gens qui ne voient pas. Ce qu'on oublie souvent parce qu'on sait que le marché aujourd'hui est un marché un peu particulier, qu'on corrige beaucoup de gens qui n'ont pas de problème de vision pure et vraiment de la lunette de fatigue. Notre premier métier, c'est quand même d'équiper des gens des fois qui ne voient pas sans lunettes et qui vont où c'est leur accessoire le plus important de la journée. Premier geste du matin, dernier du soir. Donc pour moi, c'était toute cette combinaison-là qui m'a plu. Premier geste du matin, dernier geste du soir. Je vais me noter ça, tu vois. Ce qu'on a tendance à oublier, il y a peu de choses dont on a tant besoin dans une journée pour être sûr de pouvoir faire sa journée. Quelqu'un qui a une vraie correction, s'il n'a pas ses lunettes le matin, il est en incapacité de faire quoi que ce soit. Et donc là, tu fais l'école à Angers, c'est ça? Exactement. C'est Orsay, c'est ça? Non, alors là pour le coup c'est l'ESO à Angers pendant 2 ans et post-BTS je fais la licence à Orsay pour tout ce qui est contactologie, pathologie, pousser un peu le curseur. Orsay du coup pour la Exactement, en alternance avec, entre magasin et Orsay pendant 2 ans après le BTS. Et donc en alternance, t'étais J'étais déjà opticien parce que j'ai eu la chance, après mon stage de première année, qui s'est bien passé, dès la 2e année, travailler tous les week-ends et toutes les petites vacances dans un magasin d'optique sur le Mans. C'était un peu rude, mais ça l'a fait. Et donc forcément, ils m'ont embauché derrière, ils m'ont pris en licence, et puis mon parcours après s'est enchaîné tranquillement dans l'optique. Et ce que tu as ce côté-là quand même qui te caractérise, c'est que tu es un bosseur. Enfin, tu es vraiment presque travaillomane. T'es vraiment. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Dès que j'ai pu trouver des boulots, on m'a dit tu peux bosser, t'as juste pas le droit de manipuler l'argent. J'ai commencé à bosser. Après, j'ai fait mon BAFA. Là, pour le coup, j'ai eu un joli parcours. J'ai eu la chance d'être animateur à Coulennes, animateur au Clos Fleury pour les MMA. En parallèle, d'avoir des demandes de formation dans l'animation et de former. Enfin voilà, ça a été une très belle école. Je pense que le BAFA, c'est une des plus belles écoles que j'ai fait et qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui aussi. Et t'as jamais pensé à faire géo au Club Med? J'étais pris et j'ai rencontré quelqu'un, donc je suis pas parti, mais j'ai été pris pour être géo au Club Med. Ça, je t'aurais bien vu. Ouais, j'ai eu 2 choix de vie. Je reste par amour ou je pars par envie de découvrir ce monde-là. Et on fait des choix et j'ai fait un choix. Je regrette pas, mais ça fait partie des choix de ma vie où j'aurais pu en effet être géo au Club Med. Je suis pas sûr qu'on serait dans le magasin aujourd'hui, par contre. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense qu'on m'aurait vu ailleurs. Et donc derrière, tu fais ton parcours d'optique chez un patron. Un premier patron. Un premier patron. Et tu évolues. Et petit à petit, tu sens que tu vas devenir gérant. Enfin, c'est un truc qui t'est venu ou ça t'est tombé un peu dessus comme l'optique? C'est comme l'optique. J'étais dans un premier magasin. J'avais fait le tour. On m'a chassé pour un deuxième magasin. Je suis arrivé dans le deuxième magasin. Petit à petit. Donc chassé, on est venu te chercher. On est venu chercher et puis j'ai fait le transfert. J'ai rencontré un de mes mentors, ce nouveau patron, où tout de suite j'ai su qu'on allait être en phase parce que voilà, il y a des gens comme ça, on le sent dès le premier contact qu'on va faire quelque chose ensemble. Il ouvrait un nouveau magasin à La Flèche à ce moment-là. Donc petit à petit, en fait, j'ai géré La Flèche, puis après j'ai géré un peu Le Mans, puis j'avais un responsable, mais j'ai senti qu'il y avait une vraie évolution. Et assez vite, dans mon parcours, j'ai senti qu'il était prêt à me donner ma chance. Donc voilà, ça a été un super parcours, parce que ça a toujours été donnant-donnant. Je restais pour lui pérenniser et monter ses magasins, mais en parallèle, on avait un accord qui était je te garderai les magasins pour toi, tandis qu'il en avait 7, qu'il est en train de vendre les autres. Mais j'ai eu la chance qu'il me laisse ma chance en gardant ces magasins-là que pour moi. Et j'ai racheté, j'ai fait directeur. Puis après, dès que l'opportunité s'est présentée, j'ai eu la chance de racheter les 2 magasins à La Flèche et au Mans. Et La Flèche en association, c'était très important pour moi avec la personne qui est dedans depuis 13 ans. Parce que c'est toujours une histoire de rencontrer 2 personnes. J'ai eu la chance d'avoir Carline à La Flèche qui m'accompagne sur ce projet-là, donc ce qui me soulage pas mal. Et puis depuis Le Mans, pareil, j'ai racheté en 2022, donc c'est assez récent, les magasins. J'ai pas une antériorité si longue que ça. En magasin, oui, mais pas en tant que gérant. Et les choses ont fait que j'ai rencontré ma femme, ma compagne, qu'on a décidé d'ouvrir ce magasin-là. Et puis là, j'ai pris d'autres associés sur le Atoll ici, parce que c'est toujours pareil, l'envie d'emmener les gens avec moi. Et donc voilà, on est. Ouais, c'est ça ta force aussi. Enfin, le côté, c'est que tu as une équipe aussi qui t'emmène avec toi. Toujours. Toujours. Les gens, mes salariés, je veux que ça soit. Tout le monde s'y retrouve. On n'y arrive pas tout seul. Alors oui, peut-être qu'au bout d'un moment, on gagne plus, on a l'impression d'eux, mais au final, moi, je sais que
je suis dépendant et que j'adore le savoir des autres. Et j'ai pas cette faculté à me dire c'est à moi de tout maîtriser. J'accepte de pas toujours être peut-être le plus performant dans un domaine, mais si je rencontre quelqu'un qui l'est, je vais l'emmener moi dans le mien, je vais lui apprendre des choses, mais je vais prendre en retour son savoir. Et je pense qu'on va en parler parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis dans l'optique, mais pas que. Et là-dessus, c'est quoi la grande différence quand tu passes de directeur à gérant? Tout. Parce que après, Ouais, j'ai eu quand même la chance, en tant que directeur futur acquéreur, d'avoir déjà beaucoup d'ouverture sur comment ça fonctionnait. Maintenant, c'est tout ce que les dirigeants, ils ne trouvent pas non plus tout parce qu'il y a aussi des choses qu'ils n'ont pas envie de donner à un salarié ou à un futur acquéreur parce que donc d'un coup, tu te retrouves confronté à comment créer une société, la gestion. Voilà, aujourd'hui, on crée pas. la paye. Enfin, Toute la gestion, c'est-à-dire qu'on est sur des grosses machines, j'ai du personnel, je n'étais pas tout seul auto-entrepreneur ou dans mon magasin à m'auto-gérer, c'est direct que j'avais une équipe, il fallait gérer voilà, l'équipe, le RH, les salaires, la comptabilité, les avocats. En fait, gérant d'une structure PME aujourd'hui, c'est comme si tu changeais de casquette toutes les 2 heures. Quoi. Tu dois être bon en comptabilité, bon avoir un peu de connaissances en juridique, un peu en humainement, communication. manager, en communication. En fait, c'est toi qui as la main sur tout. Donc c'est passionnant, mais c'est sûr qu'il faut quand même être armé. Ça paraît, tout le monde a toujours une sensation que c'est sur des petites choses. Tu as toujours les gens qui disent ouais, mais moi tu pourrais faire ça, c'est facile. Souvent, c'est que ça veut dire que c'est très difficile. Plus les gens te disent que c'est facile de l'extérieur, mais ils ne le font pas, plus ça veut dire que c'est difficile à faire. Donc, ça me Moi, il y a des conforte. gens qui le font, c'est que. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui feraient mieux, mais il y a peu de gens qui y vont. Donc, souvent, c'est plutôt bon signe. Et donc, tu as ce premier passage de directeur à gérant de l'atoll. Et bon, ça suffit pas. Et tu te dis, je vais créer un nouveau magasin et qui est finalement une innovation. Ça paraît, on parlait, tu vois, du cœur des Madeleines en face où ça paraît anodin. Mais aussi l'optique de luxe, la boutique optique de luxe, ça n'existe pas finalement. Ça existe, mais dans des magasins un peu hybrides. C'est-à-dire que tu vas avoir une enseigne, tu vas quand même avoir quelques marques dedans. Ils vont s'orienter un petit peu sur le côté marque, mais dédié que à cet environnement-là, sur Le Mans. Et même pour aller plus loin, sur Paris, parce que j'ai fait le tour de tout Paris, ça existe, mais pas dans ce cadre-là. Ouais. Souvent, c'est mélangé avec du multimarque quand même. Et ouais, j'ai eu l'idée J'ai eu l'idée grâce aussi à ma compagne, parce que toujours une question de rencontre, de créer un écrin pour que des montures, on va dire, voilà, de grandes marques, de grandes maisons, et une partie luxe dédiée à cet environnement-là en tout cas. Et donc Maison Mira, c'est là qu'est Maison née Mira. Maison Mira. Et Exactement. ça s'est lancé, enfin ça s'est ouvert il y a Il y a 18 mois, le Ouais, 6 18. septembre 2024. Voilà. Après, 2024, ouais. ouais, ok. c'est ça, Ouais, exactement. ok. Ouais, on est là. Et après, ouais, voilà. Et ce projet-là est sûrement le projet qui m'a le plus fait évoluer en tant que gérant, dirigeant, Entrepreneur. Ouais, parce que Ouais. les autres, je les ai rachetés. Donc je prends quelque chose d'existant. Même si j'en fais quelque chose qui me ressemble un peu plus, c'est existant. Là, j'ai tout créé. Et créer un magasin et un environnement, c'est la communication, les visuels, les meubles. Enfin, c'est tout. C'est-à-dire que ça, vraiment, ça n'existe nulle part ailleurs. Et l'expérience, enfin, c'est là quand tu rentres vraiment, on le voit là, on a la chance d'être en vidéo. C'est voilà, tu rentres vraiment dans une expérience qui est encore différente de celle de l'optique qu'on a l'habitude d'avoir, quoi. Tout à fait. Et c'est Tu vas trouver des modèles que tu ne trouves pas partout. Ma directrice du magasin fait partie intégrante du projet. C'est-à-dire que vraiment, Floria, elle incarne ce magasin-là. Et c'est hyper important pour moi parce que voilà, Floria, c'est tout à fait l'exemple parfait de personne avec qui j'ai envie d'évoluer et qui, sur le papier au départ, elle n'imaginait pas qu'on irait jusqu'à là déjà. Et on y va et on ira sûrement plus loin. Et pour moi, c'est ma plus belle récompense de ce magasin-là. Ouais, non, c'est ça que je trouve assez fou, enfin, au niveau de. Pour avoir suivi un peu l'aventure, pour le coup. L'évolution, ouais, c'est ça. Créer un magasin de luxe au Mans, j'ai eu des levées de boucliers. Ouais, j'ai pas monté ce magasin-là, oui, c'est génial. Non, au Mans, le luxe, ou haut de gamme, parce qu'on dit luxe, mais ça peut faire peur. On va dire un écrin dédié au haut de gamme au Mans, on dit que ça n'existe pas. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça existe et ça marche. Donc, et il y a eu quand même plusieurs difficultés, enfin, sur aussi bien l'emplacement, enfin, voilà, il y a des problématiques, parce qu'aujourd'hui, les propriétaires de ces locaux-là, ils n'ont aucune responsabilité quasiment.
l'ancien locataire qui était ici, forcément, c'est toujours compliqué. Hein, c'était quelqu'un de bien implanté. L'Intrépide, ça restait une belle boutique. Il avait créé son environnement. Maintenant, quitter ce genre de choses, c'est des problématiques. On ne ferme pas une société comme ça, parce qu'on entend ça partout, mais il y a des conséquences. Et ouais, les bâtiments de France qui m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues pour le monter. Forcément le système financier qui m'a suivi, mais il a fallu défendre le projet vraiment. Prouver. Ouais, j'ai fait un rendez-vous, je me rappellerai toute ma carrière, 4 heures, banque régionale, locale et surtout CIAGIC, un institut de cautionnement qui n'avait jamais fait de rendez-vous client en 30 ans. Ouais. Voilà, pour présenter tout mon projet, mon business plan, voilà. On a réussi, mais je ne vais pas dire que ça a été le plus facile. Ça a été, Ce que je ne comprends pas, ce que voilà, je trouve qu'on a une ville qui a aussi du goût, il y a des gens qui aiment la mode, qui aiment les belles choses. Bon, après, on ne va pas se mentir, le haut de gamme en lunetterie, c'est quand même quelque chose de plus facilement accessible que du haut de gamme dans d'autres domaines, hein, textile, maroquinerie, où on n'est pas sur les mêmes budgets non plus, mais on a réussi. Ouais. Et c'est ça qui te caractérise aussi, c'est ce côté un peu mort de faim, entre guillemets, où tu lâches pas, tu t'arrêtes pas au premier truc. Non. Et ça te vient d'où, ça? Mon parcours, ma vie personnelle, sans doute. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est déjà petit, c'était quelque chose qui te caractérisait, ou c'est venu au fur et à mesure aussi des événements de vie que tu as pu traverser? Je pense que ça a augmenté avec les événements de vie que j'ai traversés, mais ça a commencé assez tôt. J'ai eu un parcours de vie... comme sur beaucoup, hein, quand je dis ça, j'ai perdu mon père très jeune, on était 3 garçons, donc tu apprends à exister aussi dans l'adversité. Et voilà, et mon parcours a été jalonné de choses comme ça. Et ça m'a toujours donné d'une envie sûrement de réussir, mais pas réussir dans le sens, je parle vraiment pas du sens gagner de l'argent, ça m'intéresse, c'est pas une finalité du tout. Mais en tout cas, voilà, et mon père était quelqu'un très entouré, très aimé, et je pense qu'il y a un petit côté, c'est le seul héritage que j'ai, c'est ce qu'il a laissé, parce qu'il n'est plus là, mais les gens qu'il m'a laissé, et j'ai compris que, contrairement à ce qu'on dit, son entourage et les gens qui nous entourent, c'est quand même la meilleure récompense. Ouais, donc là-dessus... Les costumes, il n'y a pas de poche, par contre les gens qui sont là, c'est un petit peu plus important. Et là-dessus, justement, tu parles de l'adversité. C'est intéressant, c'était le sujet du CJD lundi soir. Faire de Tout à fait, sa concurrence, une force. Toi, je sais que c'est quoi ton rapport justement à la concurrence? Comment tu vois les choses? Moi, la concurrence, c'est quelque chose qui m'anime. J'ai aucun problème avec ça, et heureusement, parce que dans l'optique, je pense que tout le monde pourra mettre un commentaire pour dire qu'il y a trop d'opticiens, qu'il y en a tous les 15 mètres. On l'a déjà lu et on l'a déjà vu beaucoup. Et je peux confirmer qu'en effet, on est nombreux. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est créer un pôle d'attractivité, c'est se démarquer de sa concurrence, c'est pas d'en avoir peur. Maintenant, c'est difficile. L'optique, c'est un marché particulier où il y a quand même des gros faiseurs des années des 30 glorieuses qui, aujourd'hui, ont connu vraiment le fameux Eldorado de l'optique où tout le monde est en train de dire ils ont gagné énormément. Oui, donc forcément plus facile. Moi, je suis arrivé après la bataille et je ne vis pas l'optique de la même façon qu'eux. J'aimerais bien un reset où tout le monde repart à zéro. Je pense que je m'en sortirais mieux. Parce que je sais pas, mais non, après, moi, ça m'anime. Et puis, je regarde pas trop parce que souvent, on parle de la concurrence. J'ai plus de retours de mes concurrents par rapport à ce que je fais que moi qui vais chercher mes concurrents. J'ai pas le temps. Et j'ai toujours dit, si j'ai le temps d'aller voir ce qu'ils font, c'est que je suis pas bon dans ce que je fais. Donc pour l'instant, honnêtement, voilà. Après, on a des échanges, ça reste un métier de paramédical, donc on a forcément besoin d'avoir des liens aussi. Voilà. Donc il y a des concurrences plus ou moins saines. Après, tu fais avec, c'est comme tout domaine. Le tout, c'est d'essayer d'être novateur. Moi, je pense que tout se base sur l'accueil et voilà, et l'accueil, le service et le vrai commerce au sens pur du terme. Après, toute la partie technique et médicale, forcément, mais ça me paraît intrinsèque au métier. D'accueil, prendre plaisir à faire ce qu'on fait. J'ai toujours dit à mes salariés, le jour où tu ouvres la grille et que tu n'as pas envie, il faut arrêter. Il n'y a rien de pire que se lever le matin et d'ouvrir un magasin où on n'a pas envie d'être. Bah, c'est ce que j'avais vécu moi au Créa-Récolte. J'ai beaucoup aimé ce métier, le métier de banquier qui est souvent décrié alors que je trouve qu'il est hyper important. Et en fait, c'est à un moment donné, après un peu plus de 2 ans, où là en fait je devenais un peu aigri, aussi bien à la maison mais aussi avec mes clients à l'accueil. Et je dis, si j'ai plus le sens de l'accueil, c'est quand même un métier d'accueil, quand même le métier de la banque. Tout à fait. Et j'ai dit, bon bah là c'est bon, j'ai plus cette flamme où je me lève le matin et j'ai dit bon. Je peux comprendre. Moi, je trouve que sur ce sujet-là, je pense qu'aujourd'hui, la banque joue plus son rôle qu'elle doit jouer dans une société.
plus en tout cas comme j'aimerais. C'est-à-dire que pour moi, la banque, c'est en effet des gens qui doivent sécuriser parce qu'ils ont des responsabilités financières, ils ont des responsabilités. Nous, dans notre génération, aujourd'hui, on prête de l'argent, l'argent va l'argent. C'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à des gens qui l'ont déjà sécurisé. Toi, tu te lances, c'est ultra protégé, donc il n'y a plus de prise de risque. Donc c'est-à-dire qu'au fait, aujourd'hui, nous, on paye très cher les conséquences de ça parce qu'on a des énormes cautionnements des CIJ, des BPI, ce qui est très bien, mais il faut aussi un moment qu'il y ait quand même un pourcentage de je crois en lui, donc je lui prête aussi de l'argent sans être forcément dans des trucs ultra sécures où il y a le parachute, le deuxième parachute et le matelas en bas qui fait que, en fait, aujourd'hui, on n'a pas l'impression quand on innove et quand on se lance de toujours être suffisamment suivi et on a l'impression qu'en fait, on va nous en donner beaucoup au moment où on aura réussi. Mais moi, je trouve qu'il vaut mieux nous aider maintenant parce que c'est là où c'est dur. Une fois que j'en ai, c'est pas là où j'en ai le plus besoin. Alors oui, sûrement, pour encore plus se développer, accompagnons un peu mieux financièrement les porteurs de projets, ça, c'est un sujet, même si je comprends et qu'il faut trouver le juste équilibre. Je pense qu'il y a eu trop de déséquilibre à un moment, ils ont trop déséquilibré dans l'autre sens, il va falloir réajuster le curseur. Après, il y a aussi le législateur, tu vois, l'État aussi qui sécurise tout ce système-là, après ce qui s'est passé en 2008 notamment. Bien sûr. Ils veulent, voilà, on est un peu le garde-fou aussi là-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes de réserve, voilà, c'est quand même des niveaux très importants. Et ce qui fait que ça pénalise aussi. Après, on sent que la dynamique revient. Non, ça évolue là-dessus. Mais même au-delà de ça, même pour l'éveil financier, tu vois, pour le monsieur tout le monde, tu vois, c'est parce que où est-ce que tu apprends à gérer l'argent si c'est pas à la banque? Dans la famille, c'est un sujet tabou en France. Avec les amis, on se dit rarement combien on gagne vraiment. Donc finalement, gérer l'argent, c'est pas quelque chose qui est facile. Et tu vois, on en parlait donc aussi bien au niveau particulier, mais même au niveau pro. J'en parlais hier. Tu fais des levées de fonds, ou c'était peut-être avec toi, je sais plus. Mais tu fais une levée de fonds. Ce qui est pas important, c'est le montant que tu vas lever, c'est qu'est-ce que tu vas en faire derrière. C'est exactement ça. En fait comment on fait. Ok, très bien, tu as levé 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 1 million. Ok, mais très bien, mais de ce million, comment tu évolues là-dessus? Et surtout, il ne faut pas oublier que les levées de fonds, il faut avoir les capitaux propres en face. Aujourd'hui, on ne fait pas des levées de fonds où on donne de l'argent à une structure qui n'en a pas. On donne de l'argent à une structure qui est quand même solide. Donc, parce que souvent, les gens imaginent qu'on est subventionné à fond et que non, les subventions, elles sont prorata de ce qu'on a créé, du capitaux propre qu'on a amené, de l'argent qu'on a mis ou qu'on a gagné, du bien-être de la société. Sur certaines subventions d'accompagnement de création, non. Après, sur des grosses subventions, des levées de fonds, c'est que ta structure souvent est déjà un peu solide et on ne prête pas non plus de l'argent à tout va, n'importe qui, n'importe comment. Et je dis parce que des fois on entend ça, là, on va en reparler dans mes nouveaux sujets, mais forcément j'y suis confronté. Et c'est pas, tout n'est pas juste linéaire et facile. Mais tant mieux, parce que justement le but c'est de se battre et comme tu dis, c'est de proposer une vision, un projet, du recrutement, de l'emploi, même si c'est de plus en plus compliqué. Et de mettre une énergie et un truc, moi, qui m'a finalement qui est assez bateau, mais en fait, tu te rends pas compte. Moi, quand je me suis lancé, c'est Lucie Barrier qui m'a dit ça, de l'atelier Saint-Luc, qui m'a dit en fait, mais ce qui est important, c'est le travail. Vraiment, cette phrase-là, je l'ai été notée, je me la relis souvent. Mais ce qui fait la différence, c'est pas la communication, c'est pas LinkedIn, Insta, tout ça, c'est bien, ça alimente en fait, ça fait penser à toi. Mais le nerf de la guerre, ça reste le travail. Et ça reste vraiment cette valeur-là. Et moi, c'est vrai que même si tu considères que tu travailles, tu considères que tu fais pas mal de choses et tout ça, mais malgré tout, il ne faut pas oublier que c'est quoi le vrai travail et c'est quoi la création de valeur que tu apportes aussi. Exactement. Sur les trucs. J'ai toujours dit, moi, avant de se plaindre de l'environnement, de l'extérieur de nos magasins, il faut déjà avoir envie quand les gens rentrent dans son magasin. Parce que des gens qui ont beaucoup de followers ou beaucoup de... il y a des exemples qui vont prouver que ce n'est pas forcément la réussite qui tiendra le plus longtemps. Voilà, c'est de travailler, c'est d'être dans la durée. On est toujours très motivé les premières années. Souvent, on est accompagné financièrement pour le coup. Le plus dur, il n'est pas là. Le plus dur, il est quand c'est installé. C'est de continuer de pérenniser, de fidéliser, de faire revenir. Beaucoup plus dur d'avoir un magasin qui a plus de 3 ans qu'un magasin qui a moins de 3 ans. Et ça, c'est la valeur travail, c'est l'accueil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est créer une expérience et reconnaître son client et pas juste sur les mots et toujours dire le client c'est lui qui me fait vivre. Ouais, super, c'est aussi de le reconnaître dans ce qu'il est et pas qu'en tant que client. Moi, ma particularité, c'est que je connais énormément de mes clients. C'est-à-dire que sur 4000, 6000 clients que j'ai dans mes bases de données, 80%, je connais leur prénom, on se tutoie, on se dit bonjour, chez qui sont les enfants de qui, qui avec qui.
Enfin voilà, les gens sont tout aussi importants que le mot client. Mm. Et souvent on voit le client, mais on ne voit plus la personne derrière. Mm. Et c'est déjà gentil de venir consommer chez nous, c'est déjà gentil de venir rentrer dans nos magasins. Voilà, ça ne justifie pas tout, mais il faut quand même en prendre conscience et il faut arrêter le côté on fidélise pas et on cherche du nouveau prospect. Ouais. Le nouveau prospect c'est bien, mais la fidélité c'est... Enfin, on a fait cette erreur-là pendant pas mal de temps, notamment dans des grands domaines. Moi j'ai toujours dit la fidélité me rapportera plus que la prospection permanente. Ouais. Et je commence à récolter les fruits, je pense que Ouais, ça sur fonctionne. les trucs. Mais moi, c'est ce que j'avais identifié, hein, tu vois, on en a parlé lundi soir aussi. C'est le côté, à la fois le côté relationnel et expérience client. Enfin, vraiment, c'est ce côté-là aussi qui pérennise aussi ton activité et que je trouve, là où je trouvais ça fort. Et tu vois, dans ce que tu dis, ça me fait penser à Faisal Netich qui est passé dans ce podcast et qui est un peu le médecin de la vente, directeur commercial chez G-Réseau, et qui a écrit son livre, moi, qui a été une révélation, c'est La vente éthique et bienveillante. Et tu vois, de ce que tu décris là, je trouve qu'on se retrouve un peu ce dans côté-là, ces tu valeurs, vois, exactement. dans ces valeurs aussi d'aller au-delà en fait de l'échange financier qu'il peut y avoir et d'aller sur la vie, tu vois, la vie des gens et C'est d'échanger pas qu'un sur la produit, vie. c'est aussi Ouais. la personne qui va l'acheter. Nous, on a la chance d'être dans un métier où c'est différent à chaque fois. On va avoir les mêmes problèmes visuels, on va avoir les mêmes problèmes morphologiques. Donc au final, la personne est hyper importante parce que c'est elle qui va au final décider du produit et nous, on va l'accompagner. Mais si tu connais pas la personne que tu as en face de toi, si tu creuses pas un peu, tu vas faire de la vente classique et tu vas créer aucune expérience. C'est-à-dire, si tu t'intéresses, si tu comprends, si tu... voilà. Et en plus, derrière, ça t'ouvre énormément de portes parce qu'aujourd'hui, de connaître plein de gens, c'est aussi de connaître plein de différents domaines, c'est de se rendre compte comment il y a plein de gens qui font des choses importantes parce qu'on ne cherche pas à les connaître, mais des fois, les gens les plus simples que tu vois, mais en fait, c'est des gens qui ont une expérience de vie de fou. Et en fait, toujours pareil, la transmission, échanger. Mais tu vois, c'est toute l'idée de ce podcast, tu vois. Tu dis, putain, C'est ça que je m'y retrouvais. on écoute des podcasts de Parisiens pour les Parisiens, alors qu'en fait, en local, on a déjà des super initiatives, des choses, et on connaît même pas. On Des sait même très pas. belles réussites. Et franchement, tu te rends compte que putain, on a des trucs incroyables ici. Ouais, tout à fait. Même, tu vois, le CJD encore, tu fais des super rencontres, tu vois. Philippe Lévesque, avec qui, tu vois, que tu m'as présenté, Tout à fait. qui travaille, enfin, qui a les boulangeries Ange sur Le Mans. Enfin, parcours incroyable, tu vois, hyper échange, en plus, très humain. Enfin, nous, en plus, moi, c'est une particularité parce que c'est lui qui nous offre les viennoiseries pour les enfants au basket à la Jalte le mercredi. Tu vois, donc il y a vraiment cette sensibilité-là. Donc, tu vois, tu dis, c'est juste à côté de chez nous et on ne s'en rend pas compte. Mais en il fait, a un super parcours, il est bienveillant, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la transmission, qui est toujours curieux. La preuve, c'est qu'il s'est encore lancé dans un nouveau projet inattendu au Canada. Quasiment, je pense qu'il a pris sa décision en même pas 3 semaines. On a des gens top, il faut le dire, et on oublie. Et voilà, et chaque magasin que vous croisez, c'est peut-être derrière un vrai parcours. Et souvent, il faut aussi le mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que le commerçant n'est pas juste un commerçant, mais c'est un parcours d'homme, un parcours de vie. Mais justement, tu vois, c'est ce sujet-là dont je voulais évoquer avec toi, avant de passer à tes autres casquettes. C'est quoi? Enfin, moi, je trouve que le métier de commerçant, il se perd un peu des fois. Enfin, des fois, tu te dis, tu as envie de leur dire, tenez pas un commerce, franchement, si c'est pour être. Et ça arrive souvent. Ouais, tu vois. Et bon, tu peux, je sais, enfin, pour avoir été en accueil client, c'est des fois difficile, mais malgré tout, bon, c'est le côté chaleureux. Si tu n'as pas ce côté chaleureux, n'ouvre pas de commerce, quoi. C'est ça. Et comment ça se fait qu'on ait perdu un peu cette sensibilité-là Je pense qu'il y a plusieurs vecteurs. C'est en train de revenir quand même. On va y revenir. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous montrer que. Mais on est dans une société de consommation rapide. On va pas se mentir, le marché a énormément évolué ces dernières années avec le en ligne, avec tout ça, on peut en parler. Mais je pense que justement, il n'y a pas cet accueil-là. Et le problème des commerçants, c'est qu'ils sont toujours persuadés et ils sont toujours dans l'opposition de la vente en ligne, du client qui va. En fait, on peut créer une bidynamique. Il ne faut pas juger le client, il faut se mettre à sa place. Moi, je suis dans un domaine où les gens, quand ils rentrent dans mon magasin, leur vision, c'est marchand de lunettes. Si tu veux. Pour eux, je ne suis pas technique, je ne suis pas opticien, je n'ai pas fait autant d'études pour comprendre la vision. Et je le comprends, il ne faut pas les juger. Ou alors, ils ont peut-être des mutuelles, nous, on a le problème des mutuelles. Et souvent, tu as des commerçants, et je fais le parallèle avec mon métier, où en fonction de la mutuelle, la personne, presque, elle ne va pas être accueillie de la même façon. Parce que l'opticien va juger par rapport à la mutuelle, en se disant, c'est une mutuelle qui va être compliquée à gérer.
Au lieu d'oublier que le client, lui, il est pour rien. Il a juste pris sa complémentaire et ça se trouve, on lui a imposé dans son boulot. Et en fait, il faut juste voilà, être pareil et être dans la même dynamique, que ça soit un dossier important, un petit dossier, un SAV. C'est pour ça que moi, par exemple, ils ne sont pas commissionnés au chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, c'était la grande course dans les commerces. Sauf que tu vois la différence, tu arrives pour acheter, il y a beaucoup de monde. Tu reviens parce que tu as un problème, il y a beaucoup moins de monde. Bah non, parce que si j'existe et si je suis là physiquement, c'est parce que je peux apporter ce service-là qu'en ligne, il n'apportera pas. C'est-à-dire que je suis là dans la durée, tu peux venir me voir, je peux réajuster tes lunettes. Le prix n'est pas qu'un prix produit. Et le gros problème dans notre société, c'est qu'il y a un moment, tout le monde a vu le prix, combien il achète, combien il revend. Ce qui a tué notre le commerce, parce que les gens se sont dit, bah, il y a quand même beaucoup trop d'importance entre le prix d'achat et le prix de vente. Non, entre ces deux prix-là, il y a le magasin, il y a le fait que je suis là tous les jours, que j'investis, que je suis... Et en fait, on y revient, parce qu'on se rend compte que le prix, juste un prix produit, ne donne pas une satisfaction et on a besoin aussi du service, de l'accueil, d'échanger. Voilà, dans plein de domaines. Maintenant, en commerçant dans les magasins, bah, le problème, c'est qu'ils se sont un peu aussi mis dans le mood de la société. C'est-à-dire que beaucoup d'individualisme, beaucoup de peur de l'autre, beaucoup de, quand ça va mal, panique, parce que ça reste des gros enjeux. Et en fait, il faut garder la ligne qui est, on est commerçant, on est là pour les gens, et sans les gens, on ne fait rien. Je veux dire, vraiment, les artistes le disent, mais tous les commerçants peuvent le dire. Si tu n'as personne dans ton magasin ou personne qui achète ton produit, tu n'existes pas. Voilà. Remettre les datas avec les gens et comprendre ce qu'une data veut dire. Une data, c'est pas qu'une marge, un nombre de clients qui passent la porte. Chaque client qui passe la porte, c'est déjà beau qu'il la passe. Donc, il faut arrêter cette course au calcul, à la rentabilité, au nombre de gens qui passent et qui achètent. Ok, c'est des données, c'est important, ça permet d'avoir une vision, mais ça ne doit pas être central dans tes décisions. Et comme tu l'as bien dit, on y revient, le travail, l'accueil, être soi-même. Et le rapport humain. Et puis... Le rapport humain, la fidélisation, l'envie. Voilà, l'envie, parce que moi, j'ai toujours dit, mes salariés, si tu n'as pas envie, quand tu... Mais change. Enfin, je veux dire, moi, je t'accompagne même pour changer. Enfin, j'ai aucun intérêt à avoir quelqu'un qui vient qui n'a pas envie de le faire. Donc, et je comprends qu'au bout d'un moment, on puisse changer dans sa vie personnelle, dans sa vie, avoir été commerçant à un moment, puis avoir envie de l'être à un autre moment. Ok, mais on s'accompagne mutuellement et le but, c'est pas de voilà, parce que la gestion RH aujourd'hui est un sujet prépondérant dans le commerce, il faut le dire aussi. Et je comprends que certains commerçants, t'as pas l'équipe qu'il faut, t'as pas l'effectif, donc toi tu bosses du lundi au samedi. Et sur des PME comme ça, t'as limite pas le droit à un mauvais recrutement, quoi. Parce que ça peut être le verre dans le fruit et derrière ça peut te faire un peu. Puis tu compenses beaucoup, donc tu t'épuises. D'où le fait de plutôt faire monter les gens avec soi que de vouloir absolument. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai beaucoup d'associés maintenant. C'est que, comme j'ai expliqué au début, ce que j'aime, c'est emmener les gens avec moi. Et j'ai des salariés qui sont devenus mes associés, j'ai des salariés qui sont devenus mes directeurs, que j'emmène dans d'autres domaines. Voilà, ça m'arrive même dans leur vie à eux. Enfin, j'ai une de mes salariés, je suis en train de monter une société avec son mari, parce que, voilà, les choses, rencontre. On va en parler, mes autres projets, ça a vraiment été inattendu. Et ça me tombe dessus, tandis que j'étais pas du tout, encore une fois, dans ce domaine-là ou voué à faire ce domaine-là. Et allons-y justement sur les autres projets. Donc, Atoll 2022, 2024, Maison Mira, 2026. 2026, beaucoup de choses. 2026, comment on va prendre ça? Dans l'optique, il y a une petite nouveauté, c'est que ça fait plus d'1 an que je suis sur un site en ligne marchand qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, je vais ouvrir Maison Mira à la possibilité de l'acheter au national et à l'international. Donc ça va être un beau vecteur avec un très beau site. Et ce qui est toujours drôle, l'histoire de rencontre, c'est que la personne avec qui j'ai fait ce site-là, qui m'a vraiment accompagné, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'ai eu la chance de retrouver, qui a vu que j'avais des difficultés, a repris le site en main. Donc c'est Lucille Perrault, à qui je fais un gros coucou parce que sans elle, mon année 2026 ne serait pas la même. Elle m'a accompagné sur le site. Elle, à côté, elle est associée avec quelqu'un d'autre dans le domaine de l'IT, donc ils font tout ce qui est site web, automatisation. Lui, c'est un petit génie de l'IA. On en a en France, que je le dis, parce que souvent on imagine, mais vraiment. Et on a monté une structure tous les trois. Et on est en train de lancer une application de gestion, planification, automatisation des réseaux sociaux, qui est juste un petit bijou. On va très loin dans le cursus de l'expérience, que tu peux tout gérer par WhatsApp et même pas te connecter à ton application. Et c'est l'application qui vient de voir. Pour simplifier, en gros, grâce à l'intelligence artificielle et bien utilisée plusieurs domaines, on a créé une application aujourd'hui, Adrevia, qui vient d'être commercialisée hier pour la première journée, qui est vraiment un outil complémentaire, un peu un community manager, mais intégré dans ta société, et où tu peux aujourd'hui quasiment gérer tes réseaux sociaux, et ça te prend, tu gagnes
6 à 7 heures par semaine. Tu peux tout programmer, tout faire, et même créer les images, améliorer les images. Enfin, c'est une petite pépite. Donc voilà, j'ai eu la chance de lancer ça, qui est quand même un domaine où j'étais pas voué à me retrouver dans l'IT et à gérer une application et un SaaS. Je ne savais même pas ce que tout ça voulait dire il y Non, a mais 4 par mois. contre, tu avais conscience du sujet, enfin du problème, Bien, du sujet qui est souvent épineux pour beaucoup de structures, la communication. tout à fait. C'est souvent un peu le point, ouais, il faut en faire, mais en même temps, c'est le premier budget qui est coupé. C'est ça. Mais en même temps, on ne trouve pas toujours les bonnes personnes pour le faire. Enfin, on nous dit c'est chronophage, il y a peu de retours. Il y a toujours des sujets comme ça aussi. Puis des fois, ça manque de spontanéité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un community manager ou des choses comme ça, en fait, tu fais plus beaucoup de publications un peu quali mais instantanées. Tu as un événement, tu prends juste une photo et tu fais une vraie publication sur le moment. Tu vas le faire 2 jours après, 3 jours après, en retouchant la photo, en retouchant. Là, tu peux tout faire en direct. C'est-à-dire que là, je prends une photo de toi aujourd'hui. Et je peux, voilà, j'ai pris ma photo, tout de suite je peux avec le WhatsApp dire crée-moi une publication, je suis avec Corentin pour la source, on fait une interview, je peux intégrer nos 2 logos dans la photo. En fait, tu peux tout faire, publier sur les 3 réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, et c'est tout de suite, et c'est qualitatif, et tu peux tout modifier, et c'est vraiment une application, je pense, qui va être importante dans ma carrière, parce que on répond à un besoin, et en même temps, on s'éclate. Voilà, c'est parti vraiment tous les 3 dans un bureau. On s'est dit, parce qu'on fait les sites web, voilà, parce que mon autre casquette, c'est apporteur d'affaires, donc j'apporte des affaires pour certaines structures. Donc j'ai apporté pour les sites web. Et en fait, la première chose qu'on nous disait tout le temps, c'est OK, fais mon site, mais est-ce que tu gères mes réseaux sociaux? Et on s'est dit, bah non, parce que c'est un vrai travail, long. Et voilà. Et on a commencé à créer, on s'est dit, bah, en fait, on peut peut-être amener un outil complémentaire à tout ce qui existe déjà pour qu'un chef d'entreprise qui n'a pas d'appétence pour ça, ou même qui en a, il ait l'outil pour gérer sa stratégie digitale différemment. Et bah, la réussite est là. Ouais, c'est bien. C'est lancé, mais on sait déjà que c'est quelque chose qui plaît. On a déjà énormément de retours, beaucoup d'incubateurs ou d'investisseurs qui voulaient mettre dans notre application. Et voilà, on se lance tous les 3 avec Philippe Drapp, là, notre 3e associé. Et c'est un très beau parcours et je suis surtout content de le faire avec eux 2 parce que bah, c'est de l'intelligence collective à 3, c'est 800 heures de travail dessus, c'est beaucoup d'échanges. Et voilà, ils sont jeunes, dynamiques, la tête bien faite, l'envie de bosser, l'envie de réussir. Bah, j'y vais, quoi. Donc peut-être la pépite Mancel. J'espère que ça sera. En tout cas, quand aura été lancé. J'espère qu'on aura été lancé par 2 Manceaux et un Strasbourgeois. Pas dans un garage pour le coup, dans un bureau déjà un petit peu plus. Mais on a fait quelques photos en se marrant, en se disant que si un jour ça réussit, quand les gens vont voir comment on l'a conçu, ça sera surprenant, quoi. C'était vraiment moi, l'informatique et moi en plus, c'est vraiment pas un domaine où moi je m'y intéresse et où sur le papier je me serais retrouvé. Mais c'est génial aujourd'hui, voilà, on fait de l'automatisation, on a l'application, on fait du site web, du référencement, et surtout, bah voilà, on va voir l'application. Je fais la vidéo, je te dis, il n'y a même pas 24 heures, elle n'était pas en ligne. Donc ouais, c'est parti, l'aventure commence. Ok, l'aventure commence, ouais. Et là-dessus, c'est quelque chose où tu te dis, tiens, je vais m'attaquer à plusieurs secteurs comme ça d'activité, plusieurs domaines d'activité, ou c'est comme tu le dis, des rencontres humaines finalement qui t'amènent. Ouais, c'est des rencontres parce que j'ai un autre projet sur Le Mans de structure pour le coup plus traditionnelle, c'est-à-dire avec le local, tout ça, de 340 mètres carrés pour voilà, un nouveau concept de structure. Je ne peux pas en dire trop parce que c'est pas complètement acté et définitif, mais c'est pareil, en fait j'y vais parce que j'ai rencontré des gens et qui on s'est dit tiens on a envie de s'associer parce qu'on s'apprécie fortement, qu'on a un savoir que j'ai pas, mais moi j'ai d'autres connaissances qu'ils n'ont pas, et en fait c'est de l'intelligence collective, donc on est 5 associés à monter ce projet-là, j'espère qu'il verra le jour aussi en 2026, c'est un très beau projet pour Le Mans, pour dynamiser le centre-ville, on est sur une belle structure, on est sur quelque chose de qualitatif, une vraie expérience, donc j'espère qu'on ira au bout, mais c'est plutôt bien parti. Voilà, donc ça c'est le 2e projet de 2026. Donc ravi avec une vraie dynamique locale. C'est-à-dire vraiment le but c'est d'apporter au Monceau encore quelque chose de nouveau,
voilà, ça existe mais différemment. Et Un peu haut de gamme aussi. haut de gamme, quelque chose de qualitatif en Ouais. tout cas. Voilà, parce que souvent je fais attention au moment haut de gamme, luxe. Et je l'ai vu avec ce magasin-là, j'ai lu qu'ils vendaient des lunettes à 15 000 ou 20 000 euros, pas du tout. Mais alors pas du tout, mon prix moyen c'est 300 euros. Et donc j'ai du moins et j'ai du plus. Parce que le mot luxe fait peur. Voilà, parce que... Mais en tout cas, je veux un établissement qualitatif et où toujours pareil, on On vit se une sent vraie bien. expérience. C'est-à-dire qu'on se sent bien, on sait où on va, on connaît le produit, on sait ce qu'on paye, parce que c'est important aussi. Il faut être beaucoup plus, des fois, clair dans ce qu'on fait. L'optique, c'est compliqué, parce que les gens, le reste à charge est différent d'une personne à l'autre. Là, on est sur des domaines où on peut maîtriser le prix, et c'est important pour moi. Et surtout, c'est une aventure humaine, parce que je te dis, on est 5 associés, voilà, avec des profils très différents. Et c'est parti pareil, sur le coin d'une table. Tiens, on va monter ça. Et puis moi, je suis arrivé, j'ai dit non, on va monter encore un cran au-dessus. Parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond. Et on est en train de lancer un truc, un projet qui est vraiment intéressant. Et là-dessus, ouais, il y aurait d'autres choses comme ça où tu te dis, tiens, je m'autorise tout, enfin, un truc, je sais pas. J'ai monté une société d'apporteurs d'affaires parce que moi, Ouais. voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, j'ai un réseau, alors ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage que j'apprécie et voilà, j'aide les gens que j'apprécie dans certaines sociétés sur le Mans maintenant à se mettre en relation voilà, dans plein de domaines différents, ce qui est très paradoxal, c'est que je suis apporteur d'affaires pour vraiment des structures très différentes. Mais je m'éclate et c'est de la mise en relation, c'est de la confiance, c'est que les gens me font confiance. Donc moi, ça me permet de valider voilà, entre deux personnes qui ne se connaissaient pas un vrai lien de confiance dès le départ. Et toi, je viens de commencer et je suis plutôt content. Je vois bien que la dynamique monte. Je vais me calmer un peu parce que j'ai beaucoup de sociétés qui m'ont approché. J'en ai déjà 9 pour qui je travaille. Et à un moment, le temps, il n'est pas étirable parce que je veux le faire bien. Mais voilà, j'adore ça. Enfin, moi, je pourrais tout amener, tout vendre, tout comprendre. Chaque métier est passionnant, chaque métier a sa spécificité qu'on ne voit pas sur des choses très standards. Hein. Mais en fait, derrière, il y a tout. Et puis, il y a des gens, quoi. Il y a des gens qui se donnent, voilà, qui ont envie de réussir, qui ont envie qu'on les connaisse. Et c'est pas évident dans une société où il y a autant d'informations. Et je crois que le lien humain, la confiance, quand quelqu'un te dit tiens, j'ai été là, c'était top et que tu l'aimes bien, ça a peut-être plus de valeur qu'une publicité où il y a marqué je suis génial. Parce qu'en fait, tu en as vu 17, quoi. Donc on revient quand même aussi à cette fibre-là. Et j'en suis ravi. Et c'est quoi un peu les éléments business, enfin, la méthode un peu Simon Le Gagne là-dessus, sur l'aspect. Parce que là où tu es doué, c'est quand même le côté commercial. Tout à fait. Ça va être vraiment là où je vais être intéressant pour les structures. C'est justement la dynamique, c'est que j'aime vendre, mais pas vendre dans le sens négatif. Mon objectif, c'est pas comme on dit souvent, le commercial qui déballe. Non, c'est de créer un lien avec mon client, lui expliquer. La base du commerce, c'est qu'on oublie, c'est chercher un besoin. Et quand on a le besoin, y répondre. Et les 3 quarts du temps maintenant, on essaie de vendre à quelqu'un, on ne sait même pas s'il a le besoin. Moi, je vais prendre le temps de vraiment analyser son besoin, ce qu'il a envie, est-ce que ça va être vraiment intéressant pour lui, est-ce que je vais lui vendre quelque chose qui aura un intérêt. Et ça fonctionne parce que si tu écoutes les gens, si tu prends le temps, c'est comme dans tout domaine, hein, l'amour, l'amitié, la communication, écouter l'autre, respecter l'autre, lui amener quelque chose, un vrai service, tu vends et c'est quelque chose qui me passionne. Voilà, mais comme de développer, gérer, moi j'adore ça, enfin je veux dire... Et tu te doutais, quand tu arrivais, enfin, quand tu reprends un peu, tu repars un peu, quand tu as visité cette école à Angers, dans l'optique, tu te doutais un jour, tu dirais plus, enfin, tu dis presque plus aujourd'hui, je suis opticien, je suis entrepreneur finalement. Je Tu te suis doutais que tu entrepreneur, opticien, mais toujours, Ouais. c'est plus mon métier Ouais. tous les jours, je le fais toujours, hein, je suis toujours là pour mes clients. Attention, faut pas. Non, mais tu vois l'idée de se dire pas du finalement, tout. je suis entrepreneur. Pas du tout. Et je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Ouais, Du comment tout, du tout. t'en es venu un petit peu, et c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat Enfin, vraiment, c'est avancer avec les gens, créer quelque chose, répondre. Puis moi, c'est passionnant, créer une entreprise, c'est pas juste je crée une entreprise, c'est on réfléchit à comment on va l'agencer, comment on va le faire, comment on va la faire vivre, le RH, le juridique, la comptabilité. Et moi, j'adore ça. Enfin, comprendre comment ça fonctionne. Et je suis pas quelqu'un de chiffres. Il y a des gens, des fois, c'est vraiment des chiffres, des tableaux. Moi, je me projette, je vois déjà mon projet, j'ai envie qu'il vive, je vois les gens dedans. C'est plus ça qui m'anime que le côté, même s'il est important et que je maîtrise, financier, c'est le plaisir de créer quelque chose. Je veux dire, ouvrir son magasin le matin comme Maison Mirail et dire j'ai créé ça,
ça fait quand même plaisir, il faut le dire, et il y a une certaine fierté. Mm. Surtout que je venais pas du tout de ce monde-là, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs ou qui avait l'argent et qui m'a permis d'entreprendre. Je me suis créé tout seul, j'ai fait un prêt étudiant pour faire mes études d'optique, mes parents et ma mère étaient instit, mon père était instit, mes grands-parents étaient instit. J'ai pas du tout ce maillage au départ et cette dynamique-là, en tout cas intrafamiliale, et je l'ai créé moi-même, mais grâce à mon mentor notamment, que j'ai rencontré, qui a été une vraie rencontre et qui aujourd'hui m'a permis sûrement aussi d'évoluer et d'être très bien accompagné. Et voilà, transmission, on en parle souvent, mais une vraie transmission de savoir, un vrai plaisir qu'il avait de me montrer que j'avais la capacité de le faire, parce que moi j'ai eu le complexe d'imposteur longtemps, de me dire en fait, pourquoi moi, je ne suis pas plus qu'un autre, je ne viens pas de ce milieu-là. Et en fait, il m'a montré qu'en fait, c'est plus une question d'envie, c'est une question de dynamique, et il ne faut pas avoir peur, quoi. Et on l'entend partout, mais oui, je vais sûrement avoir des échecs dans tout ça. Je vis déjà des fois des moments plus difficiles, hein. C'est pas facile d'être commerçant aujourd'hui, voilà. Mais il y a un vrai plaisir de créer, d'emmener des gens, voilà, une fierté et puis une passion pour développer des choses. Ce qui peut pas, voilà, j'étais pas destiné à ça, c'est sûr sur le papier. Après, ça reste modeste et ça reste, mais en tout cas, je prends énormément de plaisir le matin. À me dire que j'ai créé de la valeur ajoutée et que j'ai des gens qui me remercient de ce que je leur apporte, peu importe le domaine. Associés, clients, salariés. Et ça, moi, c'est ma passion. Et tu dois aller jusqu'où? Je dirais qu'il n'y a pas de limite. La limite, elle sera de bien faire les choses. Ouais. Si c'est juste investir pour investir, pas maîtriser ce que je fais et juste dans le but de gagner de l'argent sur quelque chose que je ne maîtrise pas, vraiment, ça ne m'intéressera pas. Aujourd'hui, bien sûr qu'on a tous envie de réussir, mais l'argent n'est vraiment pas mon moteur définitif. S'il arrive, tant mieux. Mais c'est pas, je ne vais pas faire les choses juste par appétence financière. Je ne vais pas dire, bah, tiens, je vais me mettre dans ce projet-là parce que je sais que ça va être rentable. Pas du tout. Il faut qu'il y ait une histoire, il faut que l'associé avec qui je vais mettre, on a un vrai lien concret. Parce que c'est dur d'être associé, c'est pas facile. Hein. C'est comme dans les relations amoureuses, amicales. Il faut être sûr, il faut bien travailler, il faut s'écouter, communiquer. Souvent, ça se passe bien. Alors, dès qu'il n'y a plus de communication, comme dans tout, les sociétés souvent vont mal. Et puis, elles dépendent quand même des associés fondateurs. Je ne peux pas te dire, si ça se trouve, demain, je vais rencontrer quelqu'un dans un domaine qui n'a rien à voir. Et puis, je vais me prendre de passion avec lui de son projet. Et puis, moi, si je peux être incubateur à plus long terme et aider, pour le coup, des projets et des gens qui ont envie vraiment. Investisseur, ça t'intéresserait? Ouais, emmener des gens avec moi, leur donner mon savoir et voilà, moi les magasins, ils le savent tous, mes salariés qui ont des parts dedans, le jour où ils me disent je veux racheter, ce qui est le cas en ce moment moi à la Flèche, avec reprendre un peu plus de parts, parce que Carline avec qui je suis associé, bah, elle y est tous les jours, moi j'y suis pas, donc je pourrais faire le mec qui garde l'argent et qui garde les parts parce que je suis majoritaire et que c'est facile. Non, c'est normal, elle va prendre je veux qu'elle grandisse, elle va évoluer, elle va prendre plus de responsabilités, je vais lui redonner plus de parts et je suis ravi qu'elle en soit là, tandis qu'il y a 3 ans, elle était à 30 heures, elle voulait plus travailler dans l'optique et aujourd'hui elle est chef d'entreprise, elle est passionnée par le magasin et elle a envie d'évoluer encore d'un cran. C'est la plus belle récompense. Et par rapport à ça, c'est continuer à construire au Mans? Ça sera toujours mon point d'accroche. Ouais. C'est sûr, parce que c'est une ville que j'aime profondément. Maintenant, il y aura sûrement des évolutions. Toi, l'application, c'est quelque chose qui est voué à être vendu au national, à l'international, pour être honnête. Déjà, on a déjà la demande sur l'Europe et sur le Canada et sur si ça fonctionne. Et sûrement que ça se grandira aussi. Après ça, je maîtrise moins. C'est moins dans mon idée. Toi, je vais apprendre justement, parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt local. Là, je sens bien qu'on est sur quelque chose qui va vite se développer un petit peu plus largement que sur le Mans. C'est même sûr, c'est déjà le cas. On a des grosses enseignes, je ne peux pas citer, mais qui sont déjà très intéressés par notre solution et des gros groupes. Donc hyper intéressant, parce que toi, je rentre dans une autre dynamique, sphère, haute sphère, avec voilà, des grosses sociétés très bien structurées. Moi, je parle de rien. Eux, ils ont des structures énormes. Et aujourd'hui, voilà, il y a une vraie dynamique sur notre solution et sur des gros groupes. Donc bien sûr que ça risque d'exploser à un moment donné, mais je garderai toujours les pieds sur terre et je garderai toujours le Mans comme point d'attache. La preuve, je remonte un projet, tandis que j'ai dit que celui-là était difficile, et je vais quand même dans l'adversité de remonter un projet de 340 mètres carrés dans le centre-ville du Mans, avec tous les problèmes que j'ai déjà. Pourtant, ça fait 2 mois que j'ai lancé le projet. Donc voilà, mais j'aime ça, j'aime l'adversité, j'aime quand c'est compliqué, et puis bah, faut être bien entouré aussi dans sa vie professionnelle. Avoir des conseils avec qui tu es en accord, notaire, avocat, comptable, mentor, échanger, toi le CJD, c'est tout à fait quelque chose, enfin c'est vraiment
une vraie réussite pour moi cette année d'être rentré au CJD. J'ai hésité. Le temps, le complexe d'imposteur, sûrement à ce moment-là. Est-ce que moi, en fait, le partage, échanger, se recentrer sur ce qui on est en tant que dirigeant, voilà, se former, et où c'est pas business, on n'est pas en train de parler d'argent, mais on est en train de parler plutôt de qui on est, où on veut aller, nos valeurs, nous, notre vie personnelle, chef d'entreprise, c'est pas facile, faut être très bien accompagné. Si tu as quelqu'un qui n'aime pas que tu sois pas là de 8h à 21h, bah, tu auras une vraie problématique, ça va te freiner. Si tu as quelqu'un qui comprend, qui t'accompagne, moi je suis associé avec ma compagne maintenant, ça change tout, quoi. Enfin, voilà. Donc ouais, justement, donc le centre des jeunes dirigeants, ouais, c'est ça, c'est un peu le... Enfin moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça muscle un peu ta posture d'entrepreneur. Exactement. Et tu as senti ouais, que tu en avais besoin là, d'aller chercher ça un peu. Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte finalement Toujours pareil, bien entouré, parce que moi, j'y serais pas allé. Ouais. Parce que je me suis dit, j'ai pas le temps, je suis déjà débordé. Deuxièmement, est-ce que vraiment je suis légitime à aller dans un club des jeunes dirigeants? Parce que sur le papier, j'ai fait la Prestige il y a 1 an et demi. Et bah, toujours, hein, ma compagne qui m'a dit, non mais ça, faut que tu y ailles, c'est génial, il y a une dynamique collective, c'est tout à fait toi. Moi qui étais là à dire ouais, et puis elle m'a un peu poussé. Et puis bah, voilà, comme souvent, j'ai adoré, j'ai adhéré. Et aujourd'hui, ouais, c'est l'intelligence collective qui me plaît des CJD. C'est que c'est un vrai partage dans du multidomaine. C'est-à-dire que tu vas avoir un charpentier, un expert comptable, un dirigeant comme moi, ou un directeur d'un grand groupe. Et en fait, tu échanges et tu vois que les problématiques sont les mêmes. Mais c'est vrai que je n'ai pas expliqué mon parcours. Mais là où j'ai enfin compris que je pouvais être autre chose, c'est quand j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie, voilà, qui travaillait pour un très gros groupe et que j'ai compris qu'elle travaillait pour un très gros groupe mondial, qu'elle travaillait pour des très gros clients et que la finalité elle était la même que moi. Et qu'elle, en plus, était plus admirative de moi, chef d'entreprise au Mans, dans un magasin d'optique, que elle, qui était capable de travailler à l'international. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, sois fier de ce que tu fais. Et parce que tu veux toujours te comparer aux autres, mais non, en fait, sois fier. Parce qu'elle, elle pourrait être avec un multimillionnaire d'une énorme structure ou un mec. Et en fait, non, c'est une histoire toujours pareille. Donc elle m'a vraiment motivé. C'est grâce à elle que j'ai avancé beaucoup plus vite que ce que j'aurais fait dans ma vie si je ne l'avais pas rencontrée, il faut le dire. Et maintenant, tu as un beau Et sac c'est Cabaya. Exactement, j'ai un beau sac Cabaya que elle. Pourtant, j'y ai dit jamais, hein, mais comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. On le sait, mais des fois, on veut quand même s'obstiner. Mais non, elle m'a pas laissé le choix, j'ai été converti. Et sur beaucoup de choses comme ça. Non, mais en plus, il y a donc Florent Plat qui nous en parle souvent aussi du CJD, qui lui est un vrai JD depuis plusieurs années. Plusieurs années, exactement. Et qui nous sensibilise, qui est un bon ami aussi entrepreneur dans lequel on se retrouve des fois. Exactement. Et qu'en parle assez souvent. Mais ouais, bah, c'est intéressant de voir. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, ce que je découvre aussi, c'est la pluralité en fait des profils. Moi, j'ai rencontré Guillaume Loyer. Ouais, tout à fait. Lundi soir, alors donc je l'avais entrevu. Il était venu me voir la première fois quand j'avais été au Compagnon du Devoir et pour une soirée CJD. Et là, je le rencontre et là, on prend vraiment le temps de discuter. Et tu dis, wow, ce mec-là, on a un mec comme ça en Sarthe, qui est passionné, donc qui est éleveur de volailles. Vous pouvez, moi, j'ai trouvé ces volailles à Super U Libération. Et tu dis, putain, il a ça et il est médaillé, tu vois, médaillé du salon de l'agriculture, médaille d'or et tout ça. Et tu vois tout ce qu'il fait. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et tu vois, tu te dis, putain, mais on a ça chez nous et on le sait pas, quoi. Ah, on a des gens qui sont passionnés, passionnants forcément, parce que souvent ça va de pair, et qui aiment ce qu'ils font profondément dans des domaines ultra diversifiés. Et les CJD, c'est un bon moyen de les rencontrer, une partie, mais il faut savoir qu'il y a toute une partie qu'on voit peu, et on a des gens qui font des très belles choses, il y a une très belle dynamique sur le Mans. Je trouve que de ces dernières années, on redécolle et on entend de plus en plus je suis du Mans et c'est plus j'ai un complexe par rapport à Tours, à Angers, à Nantes. On a une vraie dynamique. Je pense que le côté étudiant, il faut encore le pousser, mais ça aide aussi.
Et puis surtout, on a des très belles réussites et ça fait du bien de parler à des gens enfin, je ne vais pas les citer, mais on a quand même vraiment des gens sur Le Mans. Aujourd'hui, il suffit de regarder qui réussissent, qui sont passionnés et qui même sont les leaders de leur marché. Voilà, ce qui est Moi, quand je même, vois, enfin, moi, je vais les citer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu vois Vianney Bélanger, ce qu'il développe. Tu vois Samuel Chauveau, tu vois, bien sûr. que j'aimerais bien avoir, mais de chez Bull, tu vois, tout ce qui. Enfin, Puis c'est un passionné. Enfin, ouais, on en parlait, mais là, il devient le meilleur, mais pas par envie d'être le meilleur, par passion. C'est-à-dire que sa passion lui a permis aujourd'hui d'être une des librairies, sûrement la librairie la plus connue en France sur la BD. Il est éditeur, donc c'est vraiment que tu prends. Mais tu as Raphaël Perrier qui, dans la coiffure aujourd'hui, est juste un des leaders en Europe, un des plus staffés, qui fait les JO, et il est du Mans, et aujourd'hui il a su amener sa profession de coiffeur, on pourrait se dire, dans une autre sphère, avec un autre état d'esprit, et moi je trouve ça génial, enfin, il y en a plein comme ça. J'ai rencontré aussi récemment, tu vois, que je connaissais peu finalement, même s'il avait un grand 4x3 sur la CCI, c'est Julien Canal aussi, Tout à fait. Julien Canal, tu vois, et je me rendais pas compte de toute la valeur de ce qu'il impulse aussi dans les McDo du Mans, tu vois, vraiment ce qu'il fait, et puis son côté aussi pilote de course, bien sûr, tout ce que ça apporte, et moi j'ai trouvé ça moi qui côtoie pas mal le milieu des pilotes de course, faut avoir une vraie force, une vraie envie pour réussir. Et puis c'est comme McDonald's, parce que souvent c'est décrié, mais moi qui connais un peu le sujet, c'est quand même un des restaurants les plus contrôlés en France. C'est-à-dire que paradoxalement, tout le monde décrit, mais au final, c'est sûrement l'endroit qui est le plus contrôlé de tous les restaurants. Ils sont dans des process qui sont ultra techniques, ultra poussés, et en termes de gestion, de personnel, de dynamique, d'emploi. Tu vois, par exemple, typiquement, on aurait tendance sur le papier à dire oui, mais non. Et valorisation du territoire, tu vois, là en ce moment, ils ont une campagne de pub qui tourne sur les pommes de terre, tu vois, mais tu vois tout ce qui. Et tout ça, ça vient des Pays de Loire, tu vois, et ça fait vivre aussi, tu vois, des gens. Des fois, on a une mauvaise image et un mauvais a priori parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur beaucoup de choses. Et des fois, il faut dépasser le préjugé, ce qu'on imagine. Déjà, aller voir l'homme qui est à la tête, et souvent on se rend compte que c'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît, et rien n'est jamais facile. Peu importe comment on a acquis ces sociétés, c'est ça qui est important, c'est que souvent on a des jugements un peu, on va pas se mentir, hein, dans certains domaines, oui, il a récupéré la société, c'était facile. Il n'y a rien de facile. Et c'est même peut-être plus difficile, parce que nous on en parle beaucoup, c'est un sujet qui revient souvent au CGD aussi, la transmission familiale, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Faut pas imaginer que c'est on lui a juste donné, et que puis on a beau être le fils d'eux, à un moment donné, quand on a des décisions à prendre, on est le fils de juste soi-même à ce moment-là, et on prend la décision tout seul, et on est aussi dirigeant au même titre qu'un quelqu'un d'autre. Et que de passer derrière, c'est presque. Enfin, moi, je trouve ça limite plus dur, hein, pour l'avoir découvert avec. Ça dépend des histoires. 3 amis, mais hérité d'une société familiale. Bah derrière, tu prends le temps aussi de ne pas tout casser, mais tu apportes aussi progressivement ta patte, et il faut réussir. C'est dur parce que moi, je prends toutes mes décisions, on ne m'attend pas, et tout ce que je vais faire, je vais assumer, et il n'y aura pas de jugement, il est moins bien, il est mieux que. On ne va pas comparer non plus, tu vois. Ce qui est forcément un confort. Hein. J'aimerais pas qu'on me dise en permanence, oui, mais non. Et puis, entreprendre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui décrient. On est dans une société où on est dans l'opposition permanente. Entreprendre aujourd'hui, c'est pas évident. C'est chronophage. C'est fini le temps on crée une société, si ça fonctionne, on gagne bien sa vie et tout est facile. C'est faux. C'est faux, même les plus grosses réussites, elles tiennent à rien. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui font des millions et qui ferment en 3 mois parce que c'est pas le chiffre d'affaires qu'on fait qui fait la véracité de ce qu'on vit derrière. On peut faire 50 millions de chiffre d'affaires si en réalité on est sur des choses très compliquées à gérer avec beaucoup de charges et beaucoup de variantes. On peut s'écrouler en 3 mois. Monter, ça va on met beaucoup de temps à réussir. On peut échouer en très peu de temps. Une mauvaise décision, tu peux couler une boîte. Tu as une pression financière parce que tout le monde a l'impression qu'en France, on peut se désengager facilement. Et moi, aujourd'hui, j'ai tout ça. Si demain je liquide, ok, je peux le liquider en France, mais je touche pas un euro. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, t'es le dernier payé. J'en récolte. C'est vraiment rare en plus. Sinon, si tu non, mais je veux dire, c'est qu'il y a tellement de créances avant, c'est que sur l'échelle, toi, ça n'existera plus. C'est les salariés, les banques. Et même, je vais aller plus loin. Si ça se trouve, je dois de l'argent parce qu'aujourd'hui, en tant que dirigeant, j'engage ma responsabilité personnelle, même si en France, on n'est plus comme dans les entreprises. On engage quand même des cautions personnelles, hein, sur nos structures. On engage aussi notre vie, on engage aussi notre. Et que. Voilà, il faut être aussi indulgent des fois avec les chefs d'entreprise où on se dit, oui, mais attends, il réussit, c'est facile.
la réussite, elle n'a rien de facile. La pérennité, ça n'a rien de facile. Et aujourd'hui, vraiment, je sais qu'on l'entend partout, mais entreprendre en France, et pas qu'en France, que ça, c'est un peu facile de dire ça. Entreprendre, Ça demande, ça demande énormément de sacrifices et d'abnégation. Mais c'est aussi une belle aventure humaine Ouais. où en fait tu vas. Donc C'est ça bien pour ça que aussi je mets qui l'humain au est- cœur de ça, ouais. autrement ça ferait longtemps que j'entreprenerais pas. Et C'est c'est pas ce le que plus je te tôt, dis. tu vois. Moi, c'est ce que je disais hier. J'ai eu la chance, grâce à Julien Mille, d'aller au Grand Palais. Il expose au Grand Palais, enfin, ce qui est un truc de malade, hein. C'est Et magnifique. comme il le dit, sa première expo, c'est le Grand Palais. Bon, déjà, C'est un tu bon te dis- départ. C'est un bon départ. Il dit première fois qu'il décroche de son atelier, c'est pour mettre au Grand Palais. Bon, ok, très bien. Ouais. Et moi, je vis ça, tu vois. Hier, tu es dans le Grand Palais, tu es là, Mm. tu hallucines, tu vois tous les trucs, les trucs d'art, enfin, c'est incroyable. Et tu sais, je revois, je me dis, putain, il y a 2 ans, j'étais dans mon petit bureau sans fenêtre au Créa-École, et là, je me retrouve un jeudi après-midi au Grand Palais pour le travail, tu vois. Mm. Et je dis, putain, mais c'est incroyable. Et bon, il y a certes des moments qui n'ont pas été faciles, il y a des moments qui sont. Mais il y a des petites victoires aussi que tu vis Ouais. qui sont pas chiffrables. Ah bah, C'est. faut être passionné par autre chose que juste la réussite. Ouais, ouais. Faut être passionné par trouver une solution à une problématique. Il faut être passionné par les autres. C'est-à-dire être content que tu en aies quelqu'un ou que tu vives un moment. Ouais. Et puis chaque petit moment que tu vis, grâce à ce que tu as fait, Ouais, il faut le savourer parce que Ouais, c'est parce ça. que c'est pas tombé comme ça. Personne n'est arrivé d'un coup du jour au lendemain. Et si tu y étais hier, c'est que tu l'as mérité. C'est sûrement que tu avais Ouais. créé un lien. Et c'est que, enfin, tu vois, c'est une histoire de vie. Et il faut en profiter. Il faut pas se culpabiliser de le vivre. Et moi, j'ai eu la chance, avec forcément le magasin de luxe, de vivre aussi des expériences que je pensais pas vivre dans ma vie. Parce que j'ai été invité par des gros groupes dans des endroits où j'aurais jamais mis les pieds de mon existence dans ma tête. Voilà. Après, il faut prendre le bon. Tout n'est pas bon, faut pas rêver. Hein. Il y a via Instagram, il y a la vraie vie. Il y a les grands endroits qu'on entend et qui sont magnifiques. Et quand il y est, je peux dire que l'expérience, c'est pas ce que tu as vu. Ou il faut avoir conscience de ça. On nous embellit un peu tout aujourd'hui. Mais en réalité, tu peux être dans le plus bel endroit du monde, dans le plus luxueux du monde, si tu es tout seul à le vivre et que tu es là juste. Bah, en fait, c'est pas le même plaisir que de le partager, c'est pas le même plaisir que d'échanger avec la personne qui l'a créé. Ouais. Et voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens importants et tu te rends compte que les gens les plus belles réussites, c'est souvent les plus accessibles, les plus sympas. J'ai tendance à faire le comparatif dans le médical, ce qui est un peu dur, mais souvent le grand professeur, tu vas le voir, il est hyper facile, il vulgarise, il échange avec toi, il prend le temps, il est hyper humain. Et le médecin un peu moins performant, il va être très agressif, très froid, il veut pas que tu lui parles, pas que tu lui poses de questions. Et en fait, c'est là que tu vois que ça reste l'homme qui l'a créé, qui fait aussi la beauté d'un lieu ou la beauté d'un. Donc j'imagine qu'il a pris du plaisir parce que c'était lui aussi. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ça On change- était avec, ça change la on sensibilité. était avec Julien et Florine, et c'est vrai que là, c'était là. Enfin, ouais, c'était. Enfin, moi, ça va être un souvenir, tu vois, Ouais. énorme. C'est peut-être. J'ai eu la chance, moi, grâce à Nicolas, que je salue, d'aller dans la team de Aston Martin aux 24 heures. J'avais Eduardo Barrichello et son père Ruben que je regardais à la télé à côté de moi. Et si tu veux, tout ça, c'était magique. J'étais dans les paddocks, dans les hospitality. Mais en fait, ce qui a fait que c'était beau, c'est que j'étais avec Nico. Et avec ma chérie, avec mes enfants, et que j'ai partagé ce moment-là. Si je m'étais juste retrouvé là sans le partager, Ouais. c'est pas du tout le même moment. Par contre, d'être là grâce à lui, d'échanger, de voir le plaisir qu'il a de m'intégrer, moi de le transmettre aussi à mes enfants. Et enfin, c'est ça qui est beau. Enfin, c'est souvent une question de personne avec qui tu fais les choses et pas juste de ce que tu fais. Et moi, ça m'anime tous les jours. Et justement, donc l'automobile, t'as des passions justement? Alors, je dirais pas passion parce que je suis quelqu'un de très curieux. C'est dur d'être passionné quand tu es très curieux parce que tu as envie de tout comprendre, tout connaître. Donc au final, tu n'as pas le côté j'ai qu'une passion et j'ai des choses que j'adore, mais je suis plutôt quelqu'un de très ouvert qui aime un peu tout. J'adore l'automobile, j'ai la chance de pouvoir vivre des moments exceptionnels aussi par les connaissances que j'ai. Là, j'accompagne Maël Le Marchand, qui est un jeune pilote que coach Nicolas et qui est vice-champion du monde, qui aurait dû être champion du monde de karting, le plus jeune champion de France de l'histoire. Qui a quand même un avenir plutôt tracé et on sait qu'il y a de fortes probabilités d'une belle réussite. Il rentre en Formule 4 l'année prochaine, l'objectif c'est de le faire monter. Et c'est magique, quoi. Enfin, le gamin il a 14 ans, il est en train de vivre son rêve, toi tu es là, c'est des galères, faut pas imaginer, c'est énormément de galères, comme dans tout milieu. Il y a la face visible qu'on voit où on a l'impression que c'est beau et c'est à paillettes, et il y a l'arrière où réellement tu galères, rien n'est facile, aujourd'hui rien n'est. Et il est tracé d'avance. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de pression, de politique, de financement.
Enfin, tu vois, il y a toujours toutes ces bandes qui arrivent et que tu ne maîtrises pas. Et non, ouais, j'ai plein de passions et je suis surtout passionné d'accompagner des gens. Donc toujours pareil. Donc oui, l'automobile, mais j'ai plein d'autres choses. Le sport aussi. Le sport, là, tu vois, ouais. voilà, j'ai accompagné une équipe de padel senior parce que je fais un peu de padel et que ça m'a fait marrer parce qu'ils sont hyper cool, qu'ils sont bons. Il y avait l'ancien 4 France dans le groupe. Et ben, je les accompagne parce que voilà, Fabrice c'est un pote, en même temps c'était un client, c'est devenu un pote, puis je l'accompagne dans son objectif senior paddle qui était cool parce que pendant un an il s'est donné les moyens d'essayer de réussir. J'ai un copain qui fait du running du jour au lendemain, il a arrêté son boulot, il avait un gros poste à Paris. C'est génial ce qu'il a fait, le mont Fuji, la muraille de Chine. Donc là, je vais l'accompagner, donc je vais m'intéresser, je vais comprendre, je vais essayer de... Voilà. Moi, c'est toujours quelqu'un qui va m'amener dans un domaine que je ne connais pas. Je ne vais pas forcément pratiquer. Par contre, je vais m'intéresser, comprendre pourquoi il en est là, comment il a fait, c'est quoi son parcours, pourquoi c'est si difficile, tandis que nous, d'un regard extérieur, on est tous pareils, tu adores le basket comme moi. On va au basket, on a l'impression que si on avait shooté, on l'aurait mis, quoi. Tandis que si lui, il l'a pas mis, il y a peut-être une raison. Tu avais rencontré justement Léopold Delaunay aussi. Que j'adore, Léopold, Hugo Doumbia. J'ai eu la chance l'autre jour d'être vraiment sur le bord du terrain et de vivre collé derrière les joueurs, dans la lignée des entraîneurs en plus de l'équipe adverse, donc c'est particulier. Et c'est là que tu vois que c'est pas aussi facile qu'il y paraît. C'est encore des hommes, parce qu'on a tendance à dire dès que les gens, c'est des sportifs, dès qu'il y a de l'argent, on oublie qu'en fait, ils sont comme nous, toi et moi. Il a peut-être vécu une énorme galère à 15h de l'après-midi, il doit se vider la tête parce qu'il est sur le terrain et qu'il n'a pas le choix et que c'est son métier. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et la difficulté, l'adversité ne se mesure pas au financement. On reste tous des êtres humains, on a tous nos problématiques. Et moi, je trouve ça dur que les gens soient tout le temps en train de dire « Ouais, mais c'est son boulot, c'est facile ». Non, pour être basketteur pro aujourd'hui, c'est pas facile. Tu n'arrives pas basketteur pro et tu n'es pas parachuté basketteur pro. Tu as galéré toute ta jeunesse, tu t'es oublié sur certaines choses, tu as une hygiène de vie irréprochable, tu crées pas le réseau d'amis parce que tu sais que tu vas changer de lieu. Et ça, psychologiquement, c'est pas facile. Moi, je trouve ça hyper dur. Mais comme en politique, hein, on est toujours là à dire que les politiques ils sont nuls. Oui, en même temps, leur métier est dur. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, politicien, c'est pas juste je suis politicien, c'est facile, je prends des décisions, c'est beaucoup de pression, c'est s'oublier, c'est des heures et des heures de bureau. Je ne suis pas sûr que tout le monde resterait dans l'Assemblée nationale assis pendant 24 heures pour prendre une décision. Alors, on peut dire que c'est leur métier, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. On a tendance à tout de suite juger en fonction de tout serait facile. Non, prendre des décisions dans tous les domaines sportifs, c'est pas facile. C'est des histoires de vie, quoi. Et alors, padel, joueur de droite ou joueur de gauche? Plutôt gauche, parce que j'aime bien finir les points. Et que physiquement, vaut mieux que celui de droite court un peu plus vite que moi. Ouais, bah pareil, hein, ce que j'aime du padel, c'est parce que tu échanges. Parce que il faut que tu sois en harmonie avec ton binôme, il faut que tu te comprennes, parce que s'il n'y a pas d'entente et s'il n'y a pas d'envie, tu ne peux pas réellement gagner. Enfin, c'est pas deux joueurs techniques parfaits, oui, ça va être bon, mais ça va pas être. Il faut qu'ils créent le lien, qu'ils se comprennent, qu'ils anticipent, qu'ils connaissent le point faible, le point fort. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a derrière et pas juste la technique. Et moi, j'adore ça. Et puis en plus, tu changes de partenaire, donc tu t'adaptes, tu rencontres plein de monde. Voilà, je fais partie de cette nouvelle lignée de gens qui font du padel. Alors, pas, comme on peut le voir, pas 10 fois par semaine, mais assez régulièrement quand je peux. J'ai essayé le basket 3-3 avec lui, pareil, hein, ça n'aura pas duré longtemps. Tu t'es fait une cheville, je crois, non? Bon, j'ai compris que d'une, j'avais 40 ans, qu'ils en avaient 20. T'étais venu à un entraînement, parce que du coup, je suis coach de basket 3-3 et on a les Blue Tigers le dimanche soir à la Jalte. Ouais, qui est super chouette. T'étais venu à un entraînement et je crois que tu t'étais fait une cheville à moitié. Bah oui, j'ai cru que j'étais jeune et encore... Et c'est en montant au dunk, hein, c'est ça. Je suis physique, mais beaucoup moins agile que la jeunesse. Tu t'étais bien débrouillé quand même. Bah, j'avais la chance d'avoir Louis Marin avec moi, forcément, qui est joueur confirmé. Donc, le Marin qui est passé dans ce podcast aussi. J'ai plus stoppé que vraiment joué. Mais non, mais toi, mais génial, super expérience. On arrive bientôt à la fin. Ouais. Parce que ça va pas tarder à ouvrir. Les Madeleines ont ouvert en face. Donc on a passé le 9h30. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et que tu aimerais plus personnel peut-être? Ce que tu veux me permettre, parce que chef d'entreprise c'est bien. Après en plus chef d'entreprise, on a tous nos parcours. Moi j'ai un parcours de vie quand même compliqué.
c'est de ne pas oublier, parce qu'on le dit souvent, et tout le monde le dit, tu l'entends partout, parce que alors là, pareil, ça c'est les grandes phrases que tu entends partout, c'est de vraiment profiter des gens qui sont là, et de ne pas se dire à chaque fois, ouais, mais en fait, j'aurai le temps. Le temps va très vite, on l'entend tout le temps, et quand on est jeune, on a l'impression que tu sais, les vieux boomers qui nous disent qu'on est. Je suis presque boomer quand même, mais les vieux qui nous disent non, il faut profiter des gens qui nous entourent, il ne faut pas s'oublier pour les gens qui nous accompagnent aussi, ses enfants, et que plaie d'argent n'est pas mortel, mais le temps ne le récupérera pas. Le quoi? Plaie d'argent n'est pas mortel, par contre, le temps ne le récupérera jamais. Le temps qui s'est écoulé, il est vraiment écoulé, donc il faut trouver le juste équilibre. Ne pas s'oublier, parce que c'est important de se développer soi-même et aussi profiter à côté et courir après un rêve qui sera toujours plus tard, c'est pas très intéressant. Il faut déjà profiter de ce qu'on vit maintenant. Et moi, je me lève tous les matins en me disant, et je dis à mes enfants, ce qui est paradoxal, mais si je partais demain, j'ai hyper bien vécu. J'ai 40 ans, mais je n'ai pas trop développé le côté perso, mais j'ai une vie riche et pleine, ce ne serait pas ma problématique, quoi. J'aurais pas à me dire, j'ai attendu toute ma vie de faire, j'ai fait, c'est quand même ce qu'il y a de plus agréable au monde, c'est de se dire, je fais ce que j'ai envie quand même, je me donne les moyens à mon échelle, j'envie pas les autres, mais par contre, je profite de ce que j'ai. Et la notion de plaisir en fait, elle est propre à chacun de son vécu, et que faut pas toujours être envieux des autres, se dire que ce serait mieux si on avait. Non, déjà, profitons de ce qu'on a et de ce qu'on a autour de nous. Plus facile à dire qu'à faire, mais ouais. Toi, t'estimes que t'arrives à garder ce temps perso aussi qui est important Ouais, parce que j'allie les deux. Parce que comme je t'ai dit, je suis associé avec des gens avec qui je suis très ami, ou avec qui je m'entends très bien, avec qui je passe des super moments. Et je suis plus content de la construction que là, toi, on a finalisé l'application. Donc, je vais passer à la partie hyper agréable de commercialisation et tout. Mais je pense que très vite, ça va manquer ce départ sur un bureau, de construire, d'échanger, de se marrer. Tu vois, on a vraiment fait ça en mode start-up, c'est des jeunes, donc moi je ne connaissais pas cet environnement-là. Tu vois, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de. Tu te laisses porter, tu as une idée d'un coup, tu la concrétises, tu te loupes, tu recommences, tu déconstruis, tu reconstruis, tu rigoles, tu t'énerves. Et c'est 10 fois plus accéléré que la création d'un projet, parce que c'est très vite, et puis c'est vraiment que ce que nous on va créer qui fait quelque chose. Enfin, il n'y a pas de local, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de sur le papier au départ. Et franchement, génial. Et la construction sera aussi belle, j'espère que la réussite, mais ouais, j'ai kiffé. Enfin, vraiment, je vais le dire un peu en mode. Mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Et je prends énormément de plaisir à voir Floria ouvrir ce magasin-là, à voir mes équipes dans les magasins, échanger, à se marrer. Et je veux rester le même et accessible. Et je ne me changerai pas. Je suis franc du collier. Et quand je suis franc, je suis franc. Mon défaut est un peu d'entièreté quand même. Ça va être fermé. On a justement Floria qui est en face de nous. Dans 5 minutes. Non, mais tu peux rentrer si tu veux rentrer. Non, mais attends. T'en fais la rentrée si elle Non, veut mais rentrer. rentre si tu veux. Rentre. Ça va être. Non, ça va être. On a quasiment fini. On a quasiment à la fin. Attention, c'est filmé. On parlait justement de toi, ça tombe bien. Voilà. Et voilà, j'en ai très peu parlé. Mais ça tombe bien, on arrive à la fin Ouais. et j'ai mon jeu de fin. Ok. Il y a toujours des thématiques. Ceux qui sont habitués du podcast le savent. D'accord. La première saison, c'était sur le voyage. Deuxième saison, c'était sur la cuisine. Et là, c'est sur les boissons. D'accord. Le jeu. Et donc, du coup, j'ai toujours cette petite question. On part toujours du Mans sur cette première question. Quand tu veux boire un pot, un verre, au Mans, tu vas où? Le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de copains dans le domaine. Donc, je vais dans pas un endroit, mais beaucoup trop. Moi, j'adore le bistrot. J'adore le Vaud. Parce que je suis amateur de gin et que Morgane, là, on peut pas dire. C'est une expérience, quoi. On vit des grands moments, mais j'adore aller boire un verre à la réserve, parce que c'est pas forcément un bar. Je vais aimer aller boire un verre aussi dans un resto, parce que c'est des gens que j'apprécie. Donc la réserve, chez Reza. En fait, il y a plusieurs. Ce que je dis toujours, c'est que c'est plus les gens avec qui je vais vivre le moment que ce que je vais boire qui m'incombe. Donc si les gens que j'aime bien sont n'importe où, ils peuvent être même au café de la Sirène. Tu vois ce que je veux dire, c'est je vais prendre plaisir à boire un verre. Donc partout. Et vraiment. Partout. S'il y avait demain, il y a une dernière boisson qui devait rester en dehors de l'eau,
un truc que tu pourrais pas te passer, quoi. Vraiment, un truc qui te manquerait. J'avoue que je suis quand même amateur de coca. Ah ouais? Ouais, ouais, ça fait partie de mes défauts. Et Coca zéro ou Coca? Coca zéro. Coca zéro? Mm. Ouais, On ok. peut le décrier, mais franchement bien frais après une dure journée, parce que j'aime pas trop l'alcool, pour être honnête. Ce qui est paradoxal, c'est que j'aime un peu l'ivresse quand même, mais pas l'alcool. Donc aucune bière, très peu de vin, je bois jamais tout seul. Par contre, j'avoue que le petit Coca zéro bien frais fin de journée, Ah ouais, je vais c'est ton pas te petit mentir. péché mignon. Ouais, c'est mon ok. gros péché mignon que je suis en train de modifier. Parce que pas très bon péché mignon. Dosé toujours. Est-ce que tu as un souvenir d'un verre comme ça qui te viendrait, où tu as partagé un café, partagé un truc, ou un truc qui t'a marqué vraiment, qui te vient en tête Bah, là, je vais aller sur le côté pro parce que perso, c'est l'histoire de ma vie, d'aller boire des verres depuis toujours. Professionnellement, je me suis retrouvé un jour avec quelqu'un qui voulait acheter les magasins que j'ai aujourd'hui. Et là, on est en train de boire un verre et il m'a fait une proposition que beaucoup n'auraient pas refusée parce que c'était plutôt alléchant sur le papier. Et je me suis rappelé de cette phrase de mon mentor, mon fameux mentor. Et pourtant, c'est lui qui était susceptible de lui vendre, ce qui est quand même le paradoxe. Il m'avait toujours dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ouais. Et ça m'a marqué parce que ce verre-là, dans ma tête, je me suis dit, si là je signe tout de suite, je monte ma vie. C'est-à-dire vraiment le virage, il est quand même important financièrement et même dans sûrement la possibilité de développer. Mais je serai dépendant de quelqu'un, je ne serai pas chez moi. Et je préfère gagner moins, mais prendre du plaisir parce que je suis chez moi, que d'être dans un truc où c'est très gros, mais demain on peut m'enlever et je ne fais pas partie de l'équation réellement. Et voilà. Et ce verre-là, il m'a marqué parce que ce jour-là, je me suis dit, en fait, t'as envie d'être entrepreneur vraiment. Ouais. Parce que si tu avais voulu être salarié, tu aurais signé dans la seconde et tout, on aurait signé. Mais c'est que j'avais pas envie, c'est pas le financier qui m'intéressait, c'est ce que j'allais construire avec les autres. Et enfin, j'ai toujours une dernière question. S'il y avait un verre avec qui que tu aimerais partager, avec quelqu'un de connu ou de. Toujours existant, on est là, enfin quelqu'un de vivant. Ouais, quelqu'un de vivant, ouais, si. Euh, Tout le monde passe au Mans un jour ou l'autre avec les 24 heures du Mans, tu te dis tiens, lui il passe au Mans, je le loupe pas, je vais boire un verre avec lui. Eh ben, il y en a beaucoup. Quelqu'un de vivant ou non vivant, enfin non, quelqu'un de vivant. Non, quelqu'un de vivant, ouais, quelqu'un que je pourrais croiser, avec qui j'aurais plaisir à échanger. Honnêtement, ça va paraître très bizarre, mais parce que je fais toujours la vanne, mais je suis assez amateur de films, notamment, et je suis quand même ultra fan de Brad Pitt et de Daniel Day-Lewis, et je me verrais bien boire un verre avec eux pour comprendre comment on peut, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont, voilà, c'est des gens avec qui je pense que le partage serait hyper intéressant. Parce que justement, ils sont multicasquettes, je suis pas sûr qu'ils étaient voués à tout ça. Et ça m'intéresserait d'échanger avec eux, parce que c'est un autre domaine, mais que j'aime bien. Ok. Bah après, il y en a plein, hein, bien sûr. Ouais. Le problème, c'est que moi, je ferais des grandes tablées. Moi, j'aime les grandes tablées. Donc là, tu me dis, ah, moi, ce que j'aimerais, c'est une table de 70. Toi. Moi, quand je fais une soirée, on n'est jamais deux. Ouais, Ça mais du n'existe coup, pas. quand tu es à un ou deux, tu vois, il y a un côté intimiste où tu peux vraiment aller aussi Ouais. au profond des choses, tu vois. Ouais, ouais. Les Mais je relations crois quand tu es à que tu deux. peux le faire même quand tu es nombreux. Ouais. Ah ouais, je trouve ça Moi, plus. c'est plus dur, sûrement. Ouais. Mais Bah, où tu vas moins en profondeur, tu ouais, vois, sur tu les vas peut-être moins en choses, profondeur. donc, Par contre, des fois, justement, ouais. l'autre va t'amener une question que tu n'aurais pas pensé et tu vas encore plus Ouais, découvrir c'est un la truc, personne parce que par le biais de l'intelligence collective, c'est-à-dire il va aller sur un domaine où toi, et tu vas encore plus Ouais, apprendre c'est un sur la truc, personne parce qu'il y a des gens, ouais. des fois, tu les connais depuis longtemps, puis tu les rencontres avec quelqu'un d'autre, d'un autre environnement et il va te montrer une facette de lui que tu ne connaissais pas et que tu aurais peut-être eu plus de difficultés à aller chercher. Parce qu'on n'est pas unique et on n'est pas le même dans tout environnement. Je l'ai appris parce que ma Bible, moi, toi tu me parles de boisson, mais moi ma Bible c'est Le meilleur de soi de Guy Corneau qui est un philosophe québécois. Et franchement je conseille à tout le Le monde un jour meilleur de de lire. soi? Le meilleur de soi de Guy Corneau, ouais. Voilà, qui t'explique un peu la différence entre personnage et personne, ta place par rapport à une fratrie. Parce que souvent, tu as déjà entendu les parents dire j'ai 2 enfants mais ils sont complètement différents. Je les ai élevés pareil. Phrase classique. Ouais. Et là, tu leur réponds, bah, peut-être juste que le problème dans l'équation, ce qui fait que ça change, c'est pas toi. Peut-être que son grand frère étant là, lui est très excité, par exemple, bah, le deuxième va être très calme, parce qu'en fait, il veut exister. Donc, il va plutôt s'opposer à son frère, qu'en réalité, c'est pas vous qui décidez. Ouais. Si le premier est hyper calme, souvent le deuxième, on dit, c'est un monstre. Non,
Il veut exister dans la fratrie, donc vu que son frère est calme et qu'il est identifié comme tel, souvent il se construit en opposition. Donc, tu es en Et train il de est me dire beaucoup que plus mon speed. premier fils est calme, le Le deuxième est possible qu'il se construise, Ah, non, parce non. qu'on ne choisit pas tout. Heureusement, c'est pas une science exacte, mais c'est possible qu'il ait envie d'exister en étant vu que son frère sera là dans le calme, lui il sera plus dans le côté plus actif pour exister au milieu de ça. Et que souvent c'est marrant parce qu'on veut ramener ça aux parents. Mais en fait, à partir du moment où tu as une fratrie, mais après ça se dit pour 3, pour 4, en fait, forcément, tu n'arrives pas dans le même environnement. Donc en fait, tu peux l'élever de la même façon, mais en réalité, il n'est pas dans le même cadre. Voilà. Mais les parents ont bien sûr une incidence sur ça. Mais tu vois ce que je veux dire. Et le livre, il est pas compliqué, mais il te ramène à des choses qui sont excellentissimes. Bon, Simon, on arrive à la fin. On arrive. T'as passé un bon moment? J'ai passé un excellent moment. J'espère que j'ai pas été... Non, t'étais parfait. Bon. Et je vais te laisser le mot de la fin si tu veux faire une petite conclusion à cet épisode. La conclusion, elle est simple, c'est profiter de ce que vous avez, tous les jours. Vraiment, sincèrement. Merci à toi. Merci à toi. Top! À la vachette!